bonsoir à tout le monde. Merci encore d'être venu aujourd'hui. Et merci beaucoup à Claude Meunier-Berthelot qui vient nous faire cette conférence. Merci beaucoup aussi au Père Bourbeau, fidèle spectateur, j'allais dire, des auditeurs des conférences. On a quelques petites nouvelles de Terre et Famille à vous donner parce que nous avons eu l'occasion de visiter, de rendre visite à à 3 antennes de Terre et Famille. Alors une moins sûre, mais 2 qui sont en cours de création dans le Mercantour et dans le Haut-Var. Et on a été reçus de manière très chaleureuse et très touchante en fait par 2 petits groupes un peu différents. Et tout ça, je trouve c'est intéressant à noter, c'est l'initiative de prêtres en fait qui ont connu Terre et Famille de diverses façons et qui ont fait appel à nous. Donc on est allé leur rendre visite. Et aujourd'hui encore, je sais pas si tu as vu, on a reçu des photos d'un petit pèlerinage qu'ils ont fait donc, dans le Mercantour. Et en fait, ça nous touche beaucoup et moi, ça m'a vraiment réchauffé le cœur parce qu'on se dit que voilà, ils ont fait leur petit pèlerinage, ils assoient Terre et Famille là-bas et donc c'est une belle façon d'essaimer. Voilà. Alors d'ailleurs dans cette idée de pèlerinage, on va organiser après l'été pour la 2e fois un pèlerinage vers Vézelay. On avait fait ça l'année dernière de manière un peu artisanale et discrète. Voilà, on se mettait en jambes pour un pèlerinage. Et voilà, donc on va recommencer cette année. Et puis, vraisemblablement, voilà. Oui, alors, à définir, mais enfin, vous serez au courant si ça vous intéresse. Et puis voilà, donc on a aussi, pour ce qui concerne notre site, vous avez peut-être eu l'occasion de lire un article écrit par une jeune amie, en fait, qui a intitulé le thème de sa rubrique « La voix des lettres », et qui met en correspondance des articles d'actualité, en fait, la littérature lui inspire des faits d'actualité. Et voilà, toute cette correspondance, elle essaye de la mettre avec des mots, donc dans différents articles, donc la voix des lettres. On a toujours notre page Facebook qui continue à être alimentée par notre ami. Et merci beaucoup. Et puis voilà, la prochaine conférence a lieu le 27 mai, ça c'est un vendredi, donc c'est un petit peu différent d'habitude, et qui commencera par le chapelet du dernier vendredi du mois de mai, donc parce que tous les vendredis du mois de mai, il y a un chapelet à Briand, et puis ensuite une conférence du professeur Magnard. Vous avez les petits flyers, les petites affichettes. Voilà. Merci, cher associé. Merci à tous d'être venus aussi nombreux pour écouter Claude Meunier-Berthelot pour une conférence qui va faire date à mon avis parce que ce qu'a à dire Claude Meunier-Berthelot est loin d'être anodin, surtout pour les jeunes parents et les grands-parents soucieux de l'avenir de leurs petits-enfants. Et je dois dire que on en parlait tout à l'heure avec Claude Meunier-Berthelot, tout à l'heure en revenant de Paray-le-Monial, les choses vont très vite. Et je m'en suis aperçue parce que j'ai un peu la crève, comme vous pouvez l'entendre, et n'étant pas capable de faire grand-chose avant-hier, je me suis mise à un film qui s'appelle Uranus, qui a été fait dans les années 90. Une vieille cassette vidéo qui traînait par là, et comme mon matériel a à peu près cet âge-là aussi, je mets la cassette vidéo et je regarde Uranus, parce que je n'étais pas capable de faire autre chose. Et je me suis aperçue que ce film, qui a été fait en 90, ça veut dire à peu près une vingtaine d'années pour ce qui nous concerne, était d'une liberté de ton qu'aujourd'hui, on ne pourrait pas. Donc il y a bien quelque chose qui s'est passé, et très vite, parce que les années 90, on avait déjà, pour les plus, je dirais, attentifs d'entre nous, compris qu'il se passait des choses qui étaient déjà sur la mauvaise pente. Mais quand on regarde ce que l'on pouvait faire en 90, et quand on regarde le niveau de niaiserie, de fadaise, de rien, en fait, qui nous est offert tous les jours en pitance, sous guide de pitance intellectuelle,
c'est à l'échelle effectivement de la pitance alimentaire, c'est-à-dire c'est rien, ça a goût de rien, et surtout c'est du pré-mâché, pré-consommé, même pré-digéré. Donc c'était un peu la réflexion que vous faisiez tout à l'heure. C'est plutôt McDonald's. Comment? C'est plutôt du McDonald's. C'est du McDonald's, exact. Et donc je crois que c'est peut-être une introduction un peu originale, mais ça correspond un peu à ce que vous me disiez tout à l'heure. Quant à Claude Meunier-Berthelot, qui nous fait vraiment le grand honneur de venir de loin pour nous parler ce soir. Claude Meunier-Berthelot, vous avez fait vos études à Assas, vous êtes une juriste et vous avez passé toute votre vie dans l'enseignement. Donc c'est dire si vous savez de quoi vous parlez. Donc merci Claude. Et puis, comme d'habitude, nous vous mettons sous la protection de la très sainte Vierge Marie. Je suis très heureuse d'être parmi vous ce soir et je vous remercie d'être venus aussi nombreux et je tiens à remercier également Stéphanie et Elisabeth de m'avoir invité à faire cette conférence sur un sujet effectivement qui est gravissime, je dirais. Ça n'est pas un vain mot. Le titre peut vous paraître violent et pourtant et excessif et pourtant... La question se pose quand, d'une part, notre système éducatif pour nos enfants est moribond et que, d'autre part, un système éducatif parallèle d'excellence se construit depuis une quinzaine d'années pour les enfants des banlieues, c'est-à-dire en grande partie issus de l'immigration. Politique qui a déjà produit de nombreux fruits, et qui nous met dans une situation, effectivement, de se poser la question de savoir si l'identité française peut être préservée en dépit de cette politique. Alors, en fait, je vais vous parler donc de ces deux systèmes éducatifs et de vous montrer que rien n'est le fruit du hasard. En matière éducative, souvent j'entends dire... Oh oui, avec tous ces ministres qui se succèdent, ils font tous un peu n'importe quoi, ils veulent tous faire leurs réformes, ça n'a aucun sens, etc. C'est archi faux. Il peut passer 20 ministres, 30 ministres, 50 ministres, ça n'a aucune importance. Vous avez un fil conducteur, une politique qui est établie en sous-main et qui est appliquée par les différents ministres. Et... pour le système éducatif, si vous voulez, de nos enfants, il faut remonter à la Révolution française. Ça va vous paraître très loin, et pourtant, c'est bien là qu'il faut aller chercher l'origine de la politique éducative. D'ailleurs, Vincent Peillon nous a bien dit en 2013 que la Révolution française n'était pas terminée et qu'il fallait l'achever. Alors, il s'en est chargé, effectivement. Alors en effet, au moment de la Révolution française, vous avez eu deux projets éducatifs qui se sont succédés, qui n'ont pas été appliqués ni l'un ni l'autre, mais qui ont servi successivement, si vous voulez, dans l'évolution du système éducatif ultérieurement. Vous avez d'une part, en 1792, le projet de Lepelletier de Saint-Fargeau, qui a été repris par Robespierre, qui était basé sur la non-instruction des enfants qui devaient simplement être soumis à des activités qu'ils devaient faire soit sur place, soit dans les manufactures à l'extérieur, ou alors des manufactures pouvaient venir dans l'école pour que les enfants puissent faire des activités manuelles. Il n'était absolument plus question de transmettre des savoirs et par surcroît, il était bien sûr anticlérical. Et pour, effectivement, l'objectif de ce plan était de formater les enfants et de les extraire de la famille de 5 à 12 ans de façon à les formater conformément à l'idéologie naissante, à l'idéologie révolutionnaire. Alors, ce projet n'a pas été appliqué. Néanmoins, il a servi de référence, nous le verrons ultérieurement. Et nous verrons que la refondation de l'école aujourd'hui, c'est l'aboutissement de ce plan. Et nous allons voir comment les révolutionnaires s'y sont pris pour aboutir. Alors vous avez eu un deuxième plan, c'était le plan de Condorcet, et le plan de Condorcet, lui, était également anticlérical, ça c'était le dénominateur commun aux deux projets, mais par contre, lui...
disait que pour que la société puisse fonctionner dans de bonnes conditions, eh bien, il fallait que les enfants soient instruits de façon à ce qu'ils aient leur place dans la société et qu'ils puissent la faire fonctionner harmonieusement. Donc, en cela, c'était pas très révolutionnaire, si vous voulez. La seule marque révolutionnaire, c'était l'anticléricalisme. Ce qui n'était quand même pas une masse à faire, malgré tout. Et donc, aucun des deux projets ne s'est appliqué. Puis, bon, je vais passer rapidement, je ne vais pas faire un historique trop détaillé parce que sinon on y sera encore à minuit. Mais donc, disons que ces deux projets qui n'ont pas été appliqués ni l'un ni l'autre sur le champ, si vous voulez, ont servi de référence ultérieurement. Et lorsque, en 1879, Jules Ferry a présenté son projet de loi, c'était un projet de loi inspiré du projet de Condorcet. C'est-à-dire, c'était un projet basé sur l'instruction. Et pourquoi les révolutionnaires ont pris ce projet plutôt que celui de Robespierre? Parce que tout simplement, ils se sont rendus compte qu'il n'était pas possible de passer d'un système à l'autre d'un seul coup et qu'il fallait effectivement y aller progressivement. Le but de cette école était de faire disparaître l'enseignement privé. Hein. Le projet était très anticlérical et le but avait été de détruire l'enseignement privé. D'ailleurs, c'était bien dit, si vous voulez, dans le projet qui a été déposé en 1879, ce que nous voulons, c'est enlever l'âme des élèves de l'emprise des jésuites. Hein. C'était très clair. Donc, mais pour pouvoir supplanter, comme l'école catholique, comme l'école privée était performante, hein, on sait que les jésuites ont toujours été, notamment il n'y avait pas que les jésuites d'ailleurs, mais étant, les religieux, si vous voulez, ont toujours eu des écoles performantes. Et si l'école de la République voulait supplanter l'école privée, il fallait qu'elle fasse la preuve dans un premier temps qu'elle était aussi bonne que l'école privée. Donc, il fallait qu'elle passe par cette étape. Mais en fin de compte, ce projet de Jules Ferry n'était pas fait pour durer. Il était simplement là pour servir de transition. Hein. Et donc, pendant toute cette période, d'ailleurs, où a été instaurée cette école dite de la République, eh bien, vous avez eu une guerre acharnée contre les écoles privées, vous avez eu des fermetures d'établissements, vous avez des expulsions de congrégations, si vous voulez, on a vraiment voulu mettre à mort l'enseignement privé. Et puis, il y a eu la guerre de 14 qui a mis un peu en veilleuse quand même toute cette lutte acharnée contre l'enseignement privé. Mais la lutte s'est poursuivie d'une façon plus insidieuse. Hein. Alors, les révolutionnaires s'y sont pris autrement, si vous voulez, pour pouvoir justement mettre la main sur l'enseignement privé. Et une fois avoir mis la main sur l'école privée, et bien pouvoir faire la politique qu'ils voulaient. Alors donc, cette école de la République qui a été performante, effectivement, puisque elle avait pour but de supplanter l'enseignement privé, donc elle a été performante tout le temps que les deux écoles ont existé, parce qu'il y avait la concurrence, hein, donc ils ne pouvaient pas faire n'importe quoi. Mais déjà, l'esprit de l'institution a changé en 1923. Vous avez eu un allègement des programmes. En 1932, le ministère de l'Instruction publique est devenu ministère de l'Éducation nationale. Donc les mots ont un sens. Hein. Éducation nationale. En 1937, vous avez eu le plan de Jean Zay, si vous voulez, qui visait déjà à unifier l'enseignement, à remplacer les cours par les activités, à donner une nouvelle formation aux professeurs, etc. Enfin, donc, il y avait déjà cette volonté de passer du projet de Condorcet à celui de Robespierre, qui était réellement le projet révolutionnaire. Mais bon, là encore, si vous voulez, c'était en 1937. Ensuite, la guerre est arrivée. Donc, ce projet n'a pas été voté, d'ailleurs, par les parlementaires. Et puis, bon, il y a eu la guerre de 39-45. Et ce projet, eh bien, est ressorti quasiment dupliqué dans ce fameux plan Langevin-Vallon dont vous avez dû entendre parler en 1947.
Alors, quel est le contenu de ce plan? Alors, le plan Langevin-Vallon, donc c'est pareil, a été présenté en 47 et puis il n'a pas été voté parce que tout simplement, Langevin et Vallon étaient des communistes, donc les communistes venaient d'être limogés, donc on a pensé que donc ça n'a pas été voté, on a pensé que ce plan était resté lettre morte. On a dit c'est fini, le plan Langevin-Vallon, c'est terminé. Mais la même année, 1947, a été créé un syndicat qui s'appelle la FEN, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, la Fédération de l'éducation nationale, qui a été co-gestionnaire reconnu de tous les ministres de l'éducation depuis. Syndicat d'obédience communiste. Hein, d'ailleurs, ça s'appelait FEN-CGT. Hein. Donc, ce syndicat a été co-gestionnaire des différents ministères depuis, et il a fait appliquer en sous-main et d'une façon subversive ce plan Langevin-Vallon d'une façon méthodique et progressive pour arriver aujourd'hui à la refondation de l'école. Alors, en quoi consistait justement ce plan Langevin-Vallon? Nous allons voir qu'on retrouve tous les éléments aujourd'hui dans la réforme. Alors, il prévoyait un corps professoral unique formé à la pédagogie active. Donc, il faut comprendre ce que veut dire pédagogie active, c'est-à-dire activité. On ne parle plus de transmission de savoir. On ne fait plus de cours, on fait des activités, et c'est au cours des activités que l'enfant construit son savoir. Hein, par exemple, alors on nous fait croire en plus de ça qu'il va construire son savoir dans différentes disciplines. Par exemple, quand vous emmenez un enfant à la piscine, eh bien, vous n'allez pas seulement l'apprendre à nager, mais vous allez lui apprendre la biologie, la physiologie, la physique, la poussée d'Archimède, etc. Enfin, vous allez lui apprendre tout ça à la fois. Vous voyez ? Donc, c'est ce qu'on appelle l'interdisciplinarité. Alors, c'est évidemment une supercherie qui marche quand même, parce que si vous voulez, vous avez une telle désinformation que les gens ne se rendent pas compte. Alors, donc, ça, c'était le premier point, un corps professoral unique. Alors, donc, on le voit aujourd'hui, si vous voulez, les UFM, qui ne sont pas morts. Alors, sur vous, on a prétendu qu'ils étaient morts, ils ne sont pas morts du tout, si vous voulez. On les a rebaptisés, c'est tout. Hein. D'IUFM, ils sont devenus École supérieure du professorat de l'éducation. Mais c'est la même chose. Hein. Alors, donc, c'est là que doivent être formatés tous les enseignants. Donc, c'était ce qui était prévu dès le départ. Un enseignement organisé en 3 cycles de 16 à 18 ans. Alors, donc, effectivement, l'enseignement n'est plus organisé maintenant en classe, mais en cycle de plusieurs années. Hein, vous avez la maternelle, vous avez cycle 1, cycle 2, cycle 3, cycle 4, celui qui regroupe 2 à 3 années. Hein. Alors pourquoi ? Parce qu'effectivement, maintenant qu'on ne recherche plus la transmission de savoir, qu'on ne cherche plus à ce qu'un enfant atteigne un résultat déterminé, il n'y a donc plus besoin de paliers, et donc on regroupe tous les enfants, si vous voulez, qui ont à peu près le même âge, mais 2-3 années près, si vous voulez, et on les met ensemble pour réaliser des activités. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Alors, l'éducation civique et morale. Alors, tout est basé sur l'éducation civique et morale, et donc, on le voit, je viens d'éplucher comment on appelle ça, la circulaire de rentrée du Belkacem, tout est basé sur l'éducation civique et morale. Il faut voir ce que ça recouvre, on en reparlera tout à l'heure. Donc c'est plus du tout question de transmettre une culture, de transmettre l'histoire, la géographie, la littérature, la philosophie, terminé. Et puis des psychologues scolaires qui ont vu le jour en 1960, un psychologue scolaire, parce qu'effectivement, hein, si vous déraillez un peu, si vous n'êtes pas dans les clous, hein, on sera là pour effectivement remettre dans les rails l'élève. Donc tout ça, c'était contenu dans le plan Langevin-Vallon. Eh bien, tout ceci, si vous voulez, c'est ce qui se passe aujourd'hui, c'est ce que nous avons aujourd'hui. Alors comment ? Puisque comme je vous disais que ce plan n'avait pas été voté, alors comment se sont-ils pris pour aboutir ? Ils n'ont pas pu passer du jour au lendemain d'un système à l'autre. Il n'était pas question, si vous voulez, de dire, jusqu'au mois de juin, on a enseigné l'histoire, la géographie, les sciences, la philosophie, etc. Mais à partir de septembre, plus de cours et on va faire des activités. C'était pas possible, si vous voulez. Donc il a fallu agir en sous-main d'une façon très subversive, avec un brouillard très épais de désinformation, pour pouvoir, si vous voulez, enfumer tout le monde.
Et ils s'y sont très bien arrivés. Hein. Alors on va voir justement quels sont ces moyens. Alors la destruction, elle a commencé à se faire, le réel moyen qui est toujours utilisé actuellement pour détruire l'éducation, c'est d'utiliser les méthodes globales d'enseignement. Elles sont toujours utilisées. Elles ne sont plus appelées globales, il ne faut surtout plus les appeler globales, parce qu'aussitôt que, si vous voulez, on parle de global, tout de suite les gens sont effrayés. Oh là là, non, oui, je connais, un gosse était comme ci, etc. Donc on ne parle plus de global. Mais elles sont toujours utilisées, soi-disant semi-globales, mais on les appelle intuitives, par hypothèse, auditive, visuelle, enfin on leur donne toute une série de noms, mais surtout pas globales. Et récemment, une personne bien informée m'a dit que actuellement, il y a une enquête a été faite, actuellement 96% des établissements scolaires utilisent la méthode semi-globale. Il n'y a que 4% seulement des établissements scolaires qui utilisent la méthode alphabétique. Alors, si vous voulez, le nœud des problèmes des enfants est là. Pourquoi ? Parce que c'est très facile à comprendre, en fin de compte. Il n'y a pas besoin d'être spécialiste, ce qui est mon cas. D'ailleurs, je ne suis pas spécialiste des méthodes globales, je n'ai pas enseigné à ce niveau-là, mais par contre, j'en ai vu les dégâts chez des élèves de 20 ans. Et donc, c'est très facile à comprendre parce qu'en fait, les méthodes globales, elles sont basées sur la mémoire, si vous voulez, sur la mémoire des mots, mémoire visuelle, mémoire auditive. Et finalement, on ne fait pas du tout appel à la nature, à la fonction des mots. Donc, un enfant peut savoir lire visuellement, mais il ne comprend pas ce qu'il lit. Pourquoi ? Parce qu'il ne sait pas que tel mot c'est un article, tel mot c'est un nom commun, tel autre mot c'est un verbe, c'est la troisième personne du singulier ou du pluriel, que le mot suivant c'est un adjectif. Il ne connaît pas la nature des mots, donc si vous voulez, il ne comprend pas les phrases. Donc, on continue à utiliser ces méthodes. On sait effectivement qu'elles sont nocives. Même nos gouvernants nous disent mais c'est une guerre qui est dépassée. Depuis longtemps, le problème est résolu. C'est pas vrai. C'est absolument faux. Tous les manuels qui sont confiés aux écoles sont des manuels de méthodes de nature globale. Donc, si vous voulez, tant qu'on utilisera ces méthodes-là, on ne pourra pas dire qu'on fait une école cohérente. C'est absolument impossible. Donc, d'ailleurs, c'est intéressant de savoir qui a créé cette méthode globale et quand. Est-ce que vous avez une idée de la période à laquelle a été créée cette méthode ? Et ça indique bien, si vous voulez, tout cet aspect révolutionnaire. Elle a été créée en 1787 par un certain Nicolas Adam, qui était précepteur dans les familles aristocratiques, et qui, quand il a créé cette méthode, a dit textuellement: éloignez des enfants les textes latins et français et amusez-les avec des mots à leur portée. Tout est dit. C'est-à-dire qu'on ne peut plus, avec les méthodes globales, utiliser, comment je dirais, appréhender des connaissances de la même façon que lorsque sont utilisées des méthodes alphabétiques. C'est la raison pour laquelle, on va le voir d'ailleurs, c'est dire que la subversion est très bien organisée, parce qu'en fait, c'est ce qui a expliqué que l'on a fait disparaître des programmes à la suite de l'usage de ces méthodes globales. On a fait disparaître des programmes, la littérature, l'histoire, la géographie, parce que les enfants devenaient absolument incapables de pouvoir répondre aux exigences qui est antérieures. Donc voilà, si vous voulez, le point de départ, si vous voulez, de la dégradation du système. Et cette généralisation, elle a commencé dans les années 50. Dans les années 50, ça s'est fait. Alors évidemment, comme les anciens instituteurs qui avaient été formés avec les autres méthodes ont continué leur méthode alphabétique, mais enfin, tous les autres ont été formés, si vous voulez, avec ces méthodes semi-globales. Alors, ces résultats catastrophiques ont nécessité de devoir masquer les dégâts et de laisser croire au contraire que, avec les nouvelles méthodes, on obtenait de meilleurs résultats. Et vous allez voir que tout s'imbrique parfaitement. Donc cette généralisation s'est faite dans les années 50 et fin des années 50, eh bien, on a procédé à différents ajustements.
pour, d'une part, permettre la dégradation du système, il a fallu le verrouiller et camoufler les dégâts. Alors, comment s'est fait le verrouillage? On a verrouillé de deux façons, et c'est là qu'on en vient, si vous voulez, à ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que le système ne pouvait pas être détruit tant qu'on n'avait pas mis la main sur l'enseignement privé. Et le système a mis la main sur l'enseignement privé en 1959 par la loi Debré. La loi Debré de 1959 a soumis les établissements privés à des contrats d'association et qui leur permet d'avoir effectivement des financements, mais en contrepartie de ces financements, ils doivent avoir les mêmes manuels, suivre les mêmes programmes et avec des professeurs inspectés par ceux du public. Donc, c'est-à-dire qu'on a mis la main sur l'enseignement privé. Et parce qu'ils savaient très bien, effectivement, c'était très habile, parce qu'ils savaient très bien qu'à partir du moment où ils dégradaient le système public, si les parents étaient mécontents, ce qui s'est produit, si vous voulez, donc ils les mettraient dans le privé. Et c'est ce qui s'est passé, effectivement. Il y a beaucoup de gens encore aujourd'hui qui pensent qu'ils trouvent un refuge salutaire dans les écoles privées sous contrat. Malheureusement, ils sont soumis quasiment au même cahier des charges que l'enseignement public. Donc là, ils ont fait très fort, hein, les socialistes. Donc, le verrouillage a été fait public-privé et il s'est fait également entre établissements publics par la carte scolaire. La carte scolaire, elle a été créée en 1963. Et qu'est-ce que c'est que la carte scolaire? C'est le système qui oblige les parents à scolariser leur enfant dans l'établissement le plus proche de leur domicile. Auparavant, on pouvait mettre les enfants où on voulait, si vous voulez. Hein, il n'y a aucune importance. Là, vous habitez là, hop, votre enfant sera là. Alors, effectivement, si vous voulez, de ce fait, on évite que les personnes mécontentes d'un système aillent dans un autre établissement, moins propice à appliquer la réforme, si vous voulez, parce qu'il y a toujours des résistants hein, quand il y a des bouleversements comme ça. Donc, pour éviter ces fuites vers les établissements qui auraient été plus réticents à appliquer la réforme, eh bien, on a empêché la concurrence entre établissements publics. Donc, deux verrouillages. Verrouillage public-privé par la loi de 59, verrouillage entre établissements publics par la carte scolaire de 1963. Et puis, alors après, il a fallu camoufler les dégâts. Il a fallu camoufler les dégâts. Alors, comment on les a camouflés? Alors, c'est facile. 1960, vous voyez, c'est toujours la même période. 1960, suppression de l'examen entrée en sixième. Voilà. Sous couvert de faire accéder le plus possible d'enfants à l'instruction, eh bien, on a dit il faut que tout le monde passe, il n'y a pas de raison. Alors, on a prétexté que c'était les bourgeois, vous comprenez, qui faisaient plus d'études que les enfants d'ouvriers. Alors, sous prétexte de prendre le parti des ouvriers, on a dit il faut que tout le monde passe, tout le monde doit suivre des études, etc. Mais c'est tout simplement parce que si on avait donné les mêmes épreuves de sixième que celles que l'on donnait antérieurement avec les méthodes traditionnelles, on n'aurait pas obtenu les mêmes résultats. On se serait rendu compte des dégâts qui étaient causés par le système. Vous comprenez la logique? Donc, suppression de l'examen d'entrée en sixième. Et en même temps, dans le même temps, création des CES, 1963. Pour les personnes qui sont de ma génération, je pense que vous vous souvenez que autrefois, le premier cycle des lycées se faisait en lycée, oui, de la 6e à la 3e. Nous avions des professeurs certifiés, nous avions des professeurs agrégés hein, qui nous enseignaient le latin, les lettres, l'histoire, etc. Et donc, à partir de 1963, les classes de premier cycle des lycées ont été supprimées et ce sont les CES qui ont été chargés donc de faire l'enseignement de la 6e à la 3e. Et alors, par surcroît, on a demandé aux anciens instituteurs d'enseigner. Et on a systématiquement rejeté les professeurs qui avaient une maîtrise d'enseignement. Systématiquement rejetés. Motif,
vous avez trop de diplômes. Comprenez pas, évidemment, à ce moment-là, il dit, pourquoi trop de diplômes, ça on n'a encore jamais vu ça. Ah oui, ils étaient trop critiques, vous comprenez, par rapport au système. Tandis que les instituteurs étaient moins critiques déjà parce que, à l'époque, les instituteurs n'avaient pas de formation universitaire, donc ils n'avaient pas de repères par rapport à l'enseignement, ou alors des repères qu'ils avaient de leur scolarité ancienne, mais enfin, si vous voulez, ils n'avaient pas les mêmes repères qu'avait un capétien ou qu'avait un agrégé. Et donc, on les a mis là et on leur a fait enseigner 2 matières à la fois. Ce qu'on appelait les professeurs d'enseignement général. Alors, donc, c'était histoire-géo, ou lettres-histoire, maths physique. Enfin, en plus de ça, on leur donnait 2 matières. Bon, pourquoi pas? Quand on aime, on ne compte pas. Et donc, ça a été, si vous voulez, fait pour entériner la baisse de niveau. La baisse de niveau dans les programmes, parce qu'on a fait, de ce fait, on a pu évacuer des programmes, tout ce que les enfants ne pouvaient plus appréhender parce qu'ils avaient été perturbés par les méthodes pédagogiques au primaire. Alors donc, on a fait disparaître des pans entiers de la littérature, l'histoire, la géographie, etc. Et on a vu arriver dès cette période, dans les lycées, des élèves avec des niveaux catastrophiques. On dit, mais qu'est-ce qui se passe, Et alors, on a attribué ça au CES. On a dit, c'est ces fameux collèges, etc., etc. Mais oui et non, parce qu'en fin de compte, c'était le fait qu'ils avaient été instaurés justement pour neutraliser, pour camoufler les dégâts qui avaient été faits dans le primaire. Alors après, dans les lycées, les professeurs les proviseurs vous disaient il ne faut pas faire redoubler, non, ça sert à rien. C'est vrai que ça sert à rien, parce que quand il n'y a pas les bases, ça ne sert pas à grand-chose. Hein. Et puis, ils savaient que de toute façon, à la fin, à la terminale, première, le bac, les exigences seraient allégées. Alors, quand on a fait passer le bac, je peux vous assurer qu'on peut se dire que vraiment, ce bac, c'est rien. Hein. Parce qu'il y a des intitulés très fumeux, mais quand on voit les exigences qu'il y a, c'est vraiment réduit à néant. Donc, on a fabriqué des bacheliers alors de différentes façons, si vous voulez. D'abord des sujets très faciles, des coefficients exagérément gonflés dans des disciplines dans lesquelles il était facile d'avoir des résultats, des pressions sur les examinateurs. Comment votre moyenne est à 7 ou 8? Ah non, il faut remonter vos notes, ça va pas, etc. Il faut pas pénaliser les élèves. Enfin, c'était vraiment la foire au poing aussi au moment des délibérations. Enfin, c'était vraiment un festival. Alors, donc, de cette façon-là, évidemment, on fabrique des diplômés, mais des diplômés, qui ne ressemblent pas à grand-chose, quoi. Alors, d'accord. Alors, nos gouvernants n'ont jamais voulu comparer une copie de bac d'il y a 50 ans et de maintenant. Hein. Il n'y a pas de danger. Alors, ça, c'était en 1963, donc ça a amené effectivement à cette situation. Et puis, il ne faut pas oublier 68, hein, parce que 68 a eu son rôle aussi à jouer. Et alors, c'est pas un hasard non plus, parce qu'en 68, on a remis en cause, si vous voulez, même la notion de savoir. Il y avait ce fameux Gesmar qui est devenu inspecteur général de l'éducation nationale. Ce fameux Gesmar qui avait Cohn-Bendit et puis... comment il s'appelait l'autre, Sauvageau, mais enfin Sauvageau il a disparu des circulations très rapidement. Alors donc, il trouvait que le savoir était fasciste. Hein, voilà. Alors, il faut que... ça se passe de tout commentaire. Mais enfin, en tout cas, si vous voulez, alors, en plus de ça, on nous a dit, mais vous comprenez, les élèves, il faut qu'ils soient heureux, il faut qu'ils s'épanouissent, il faut pas les forcer. Moi, j'ai entendu, de mes oreilles entendu, un inspecteur qui nous a dit, écoutez, vous savez, quand un élève, quand ça n'intéresse pas un élève, il faut passer à autre chose. Et puis, oui, alors, oui, bon. Donc, alors, on remettait en cause l'autorité du prof aussi, si vous voulez. Bon, il ne faut pas forcer les élèves, si vous voulez. Vous essayez de faire sortir des connaissances aux élèves, de les faire participer. On vous dit que vous êtes directif. Moi, j'ai une inspectrice qui m'a dit ça un jour, qui m'a dit, mais madame, vous êtes beaucoup trop directive, alors que j'avais au contraire essayé. J'étais plutôt contente de moi, ce n'est pas tout le temps, mais enfin, bon, là, en l'occurrence, j'avais l'impression que les élèves avaient bien participé. Ah ben non, j'avais été trop directive. Non, c'était vraiment délirant.
Alors, donc, il y a eu l'aspect aussi moral de l'institution, si vous voulez, l'esprit de l'institution qui a changé, alors qu'avant, on disait, bon, il faut peiner, il faut travailler, il faut faire des efforts. Alors, il fallait plus récompenser, il fallait plus punir, il y a eu plus de prix d'excellence. Bon, si vous voulez, ça a été vraiment un festival de démobilisation, parce que ça a démobilisé à la fois les élèves, mais ça a démobilisé aussi les profs, hein, parce qu'en fin de compte, ben, oui, bon, alors après, effectivement, les profs se rendaient pas compte qu'ils étaient manipulés parce qu'ils disaient ah ben oui, mais alors maintenant les élèves faut tout leur mâcher. Ben je dis oui, il faut tout leur mâcher puisque effectivement ils pourraient le mâcher tout seuls, mais il faudrait qu'on les oblige. Mais comme il faut pas les obliger, ben il faut leur donner tout mâcher. Hein, donc il n'y a pas d'autre solution. Alors, si vous voulez, bon, néanmoins, tout le monde savait que, évidemment, malgré tous ces diplômes, même bien que encore dès les années 90, je me souviens que Lang, si vous voulez, avec sa bon, enfin, je ne veux pas être trop désagréable. Alors, il disait, oh, nous avons la meilleure école au monde, vous voyez. Alors, c'était vraiment délirant. Et alors, c'est ce qui a fait d'ailleurs comment je dirais, qui a attiré la sympathie de Claude Allègre, parce que moi je suis vraiment très surprise de voir que tout le monde pense que Claude Allègre voulait restaurer le système éducatif et qu'il en a été empêché par les enseignants, qu'il a dû partir avant. C'est complètement faux. C'est totalement faux, à tous égards. À tous égards, quand Claude Allègre est arrivé, si vous voulez, il a eu un capital de sympathie parce que jusque-là, tous les ministres nous disaient « Mais vous inquiétez pas, on a la meilleure école au monde ». Alors, bon, on disait quand même, bon, les gens quand même doutaient un peu, disaient quand même, et notre gosse, on voit bien quand même qu'il n'y a pas, etc. Et alors là, il a été le premier à dire bah, « Non, rien ne va plus, il faut dégraisser le mammouth ». Alors là, ça a été la formule magique, si vous voulez. Alors, tout le monde a dit, bah, il est formidable, bah, au moins il reconnaît que, bon, rien ne va plus, il dit rien ne va plus, mais ce qui n'a pas été médiatisé, c'est qu'il a dit, en entrant au ministère, l'école de Jules Ferry, c'est terminé. Ça n'a pas été médiatisé, si vous voulez. Hein. Et quand il est parti, Allègre, eh bien, il a laissé une réforme fondamentale et révolutionnaire. C'est lui qui a changé tout le système. Et qui a fait aboutir justement le plan de Langevin-Wallon, c'est-à-dire qu'il a fait disparaître les cours pour faire passer des activités au cours desquelles l'élève est censé construire son savoir. C'est ce qu'on appelle le constructivisme. Donc, c'est la logique de la réforme Allègre. Vous pouvez aller le voir sur Internet. Vous avez ça s'appelle la charte pour bâtir l'école du XXIe siècle. En plus, vous voyez, pas rien. Hein. Charte pour bâtir l'école du XXIe siècle. Hein. Donc, il est parti. Et donc, quand il est parti, la réforme avait été votée. Et Jospin a dit le lendemain du jour où il est parti, la réforme a été votée et elle entrera dans les faits. Et elle entre dans les faits. Et depuis Allègre, depuis 15 ans, les différents ministres qui se succèdent à la tête de l'éducation nationale mettent en œuvre cette réforme d'une façon progressive, méthodique et progressive. Mais personne ne va vous dire qu'on remplace les cours par les activités. On va leur donner toute une série de mots, si vous voulez. Ça, c'est toute la partie des informations, si vous voulez. Alors, on les a appelés, ça veut vous dire quelque chose à certains, on les a appelés les travaux croisés, on les a appelés les itinéraires de découverte, les travaux personnels encadrés, les projets personnels de réussite éducative, l'enseignement pratique. Alors là c'est Belkacem, ça. L'enseignement pratique transdisciplinaire dérogatoire. alors, non, il faut le faire. Hein. Mais ça veut dire qu'ils nous prennent vraiment pour des billes. Hein. Alors, qu'est-ce que c'est que... Alors, je vais vous expliquer quand même ce que c'est que l'enseignement pratique transdisciplinaire dérogatoire. Parce que Belkacem nous a dit... Bon, ce serait Belkacem, ce serait une autre. Hein, j'ai rien contre Belkacem particulièrement par rapport aux autres. Hein, c'est la même chose. Alors, Belkacem nous a dit... voilà, on va supprimer le latin et le grec et on va l'incorporer au français. Grâce à un enseignement pratique transdisciplinaire dérogatoire. Ça veut dire tout simplement qu'on supprime tout,
on supprime le français, le latin et le grec, et qu'on remplace ces 3 matières par une activité au cours de laquelle l'élève va être censé construire son français, son latin et son grec. Vous voyez qu'on le prend vraiment pour des billes. Donc ce qui veut dire que bon, c'est fini, hein. Ce qui veut dire que c'est terminé, hein. On n'apprendra pas le français, le latin et le grec de cette façon-là, hein. Bon. Mais vous voyez, on maquille, on habille tout ça, hein, d'un langage ésotérique. Alors c'est la même chose, si vous voulez, on vous parle aussi, on emploie des termes qui laissent à penser qu'on va, par exemple, lorsqu'on vous dit que les rythmes scolaires vont changer, qu'on va faire de l'accompagnement personnalisé. Donc, on a l'impression que les enfants vont faire du travail et ensuite, ils vont être accompagnés pour, justement, assimiler ce travail. Mais c'est pas ça du tout, si vous voulez. L'accompagnement personnalisé, c'est pour un enfant faire une activité et il va être accompagné, comme ça, par une personne qui sera plus un prof, d'ailleurs, parce que vous allez voir, là, il y a aussi pas mal de choses qui vont changer.